Chapitre 4, circuit magnétique, partie 3, circuit magnétique. Définition d'un circuit magnétique. Un circuit magnétique est constitué d'un matériau ferromagnétique, comme on voit ici sur l'image. Donc, c'est un matériau ferromagnétique, donc celui qu'on voit ici en gris et en bleu, autour duquel est enroulé un conducteur électrique. Donc, voilà les conducteurs électriques. Donc, ils sont enroulés autour de ces matériaux ferromagnétiques. Donc, c'est une bobine dans un noyau de fer. Donc, en conclusion, donc voilà, donc c'est une bobine enroulée autour d'un matériau ferromagnétique. Les lignes du champ magnétique créées par la bobine seront canalisées dans le noyau de fer. C'est-à-dire, donc, quand on alimente ces bobines par un courant électrique, un champ magnétique va être créé et qui va être canalisé, c'est-à-dire qui va être transporté dans ce noyau de fer. Un circuit magnétique est semblable à un circuit électrique. C'est un parcours fermé, donc voilà, donc c'est un parcours qui est fermé et qui est réalisé avec un matériau magnétique de haute perméabilité magnétique, donc μR, donc très grand. Donc, plus μR est grand, donc plus ce matériau ferromagnétique a la possibilité de canaliser plus de lignes de champ. Un circuit magnétique est dit homogène et linéaire s'il est construit à partir d'un seul type de matériau ferromagnétique avec une section S constante et fonctionnant en dehors de la zone de saturation, c'est-à-dire fonctionnant dans la zone linéaire, ou bien le courant d'excitation est suffisamment faible pour ne pas atteindre l'induction de saturation Bsat, dans le matériau ferromagnétique bien sûr. Étude des circuits magnétiques parfaits. Pour analyser ces circuits, nous devons nous appuyer sur quelques hypothèses, à savoir, donc la première, ils sont homogènes et la deuxième hypothèse, il n'y a pas d'hystérésis. On va commencer par un circuit magnétique sans entrefer. Donc, qu'il soit de forme carrée, comme on voit ici, ou bien de forme circulaire, un circuit magnétique est constitué toujours d'un noyau. Donc, un noyau est constitué de matériaux ferromagnétiques de perméabilité relative μR suffisamment grande pour canaliser les lignes de champ. Il est constitué aussi d'une bobine contenant un spire qui va être alimenté par un courant I. Donc, la circulation de ce courant à travers cette bobine va créer un champ d'induction magnétique. Ici, on regarde à travers la section de ce noyau, donc on va avoir donc un flux magnétique qui va circuler à travers cette surface. Donc voilà, ici donc ce circuit magnétique, il peut être défini par son contour moyen. Pour la forme carrée, donc on la retrouve ici, ça c'est le contour moyen ou bien la ligne moyenne. Ici sur la forme circulaire, donc c'est le cercle qui est au milieu ici. Il est défini aussi par la section, donc qui est carrée dans cette forme et qui est circulaire ici. On va continuer avec le circuit magnétique sans entrefer. Donc, on reprend les deux formes carrées et circulaires du circuit magnétique. Donc, une force magnétomotrice symbolisée par F qui est égale à NI force un flux phi à circuler dans le circuit magnétique. Donc, comme on l'avait expliqué, donc cette bobine qui est alimentée par un courant I et qui contient un spire, donc va créer une force électromotrice donnée par Ni. N, c'est le nombre de spires, I, c'est le courant. Donc, elle va forcer un flux à circuler dans ce circuit magnétique, dans ce matériau ferromagnétique. L'intensité du champ magnétique, c'est-à-dire H, dans le noyau est donnée par le théorème d'Ampère. Donc, on va appliquer le théorème d'Ampère, l'intégrale de H dl égale à la somme des courants. Donc, l'intégrale de H dl sur ce contour fermé,
Donc, si je calcule cette intégrale, donc je vais avoir la somme des courants. La somme des courants, donc si je regarde les courants qui vont traverser ce contour fermé L, donc ça va me donner n fois I. Donc, l'intégrale de h dl est égale à n fois I est égale à h fois L. Donc, L, l'intégrale de dl, dl c'est l'élément élémentaire de L, donc l'intégrale de dl, ça va me donner L total. Donc, on aboutit à F égale à NI est égal à HL en utilisant le théorème d'Ampère. Donc, l'excitation magnétique H est donnée par H, c'est NI sur L. L étant donc cette longueur moyenne, le contour moyen du circuit magnétique. Le matériau étant homogène et hors de saturation, sa perméabilité mu est constante. On est dans la zone linéaire, mu est une constante. L'induction magnétique B est donnée dans ce cas par B égale à mu, H, mu étant constant, fois H. Donc, est égal, l'induction magnétique, c'est mu fois Ni sur L en remplaçant H par cette expression. Le flux de cette induction à travers la surface S est donné par le flux, on l'avait déjà démontré, c'est B fois S. S étant donc la section du circuit magnétique, donc qu'elle soit circulaire ou bien carrée. On va voir ici la notion de la réluctance R d'un circuit magnétique. On va reprendre l'expression de la force magnétomotrice qui est donnée par Ni, nombre de spires fois le courant, qui est égal en même temps à H fois L. Donc je remplace H par B sur mu. Donc on va avoir B sur mu fois L. On remplace B par phi sur S. On va avoir L sur mu sur S fois le flux. Ce terme-là, donc cette expression L sur mu fois S est appelée la réluctance du circuit magnétique. Donc la force magnétomotrice, ça va être le flux fois R. Donc la réluctance du circuit magnétique est donnée par par R qui est égal à L sur mu fois S. S étant la longueur moyenne du circuit magnétique. Mu, c'est la perméabilité magnétique du matériau ferromagnétique et S, c'est la section. Donc, phi fois R, qui est égal à la force magnétomotrice, est égal à Ni. La réluctance est une quantité qui dépend des caractéristiques fixes, c'est-à-dire L est fixe, mu est fixe et S est fixe, du circuit magnétique et qui indique la résistance du circuit magnétique au passage du flux. C'est l'équivalent d'une résistance dans un circuit électrique. La réluctance s'exprime en Henry-1. On passe maintenant à un circuit magnétique avec entrefer. Donc l'entrefer, c'est une petite ouverture donc, dans le circuit magnétique, comme on voit ici, bien ici. Dans l'épaisseur est donc appelée soit E ou bien LE. Donc d'après le théorème d'Ampère, nous avons la force magnétomotrice F, donc elle est donnée par toujours, donc c'est Ni qui est égal à l'intégrale de HdL. Donc maintenant cette intégrale, donc on va le diviser en deux parties. Donc ça va être H fois L moins E, donc L moins E c'est tout ça, plus H0 fois E, donc cette partie de l'entrefer, donc dans l'épaisseur est E ou bien LE. Donc L étant la longueur moyenne des lignes de champ, en mètres, E la longueur de l'entrefer, en mètres aussi, N le nombre de spires dans la bobine, H c'est l'excitation magnétique dans la matière, en ampères par mètre, H0 c'est l'excitation magnétique dans l'entrefer. Hypothèse pour le cas d'un circuit magnétique parfait.
Donc, cette hypothèse donc, consiste à dire que les lignes de champ ne débordent pas dans la section de l'entrefer, c'est-à-dire la section de l'entrefer est égale à la section du noyau. Il faut savoir qu'en réalité, le flux déborde au niveau de l'entrefer, comme on le voit ici sur l'image, et la section de l'entrefer réel, normalement, c'est la section du noyau plus la section de débordement. Mais pour des entrefers assez étroits, donc on suppose que la section de l'entrefer est égale à la section du noyau. Donc on peut dire que les lignes de champ traversent l'entrefer sans trop de pertes. En effet, la longueur de l'entrefer est habituellement plus petite comparée à la longueur totale du circuit, à peu près 5% de la longueur du circuit magnétique. On peut considérer que les lignes de champ traversent l'entrefer sans trop de pertes. Donc, d'après la loi de conservation du flux, et sachant que S de l'entrefer est égal à S du noyau, on déduit que B du matériau est égal à B dans l'air. Donc, en remplaçant par B matériau par mu0 mu R H et B dans l'air par mu0 H0, on déduit que H0 est égal à mu R fois H. C'est-à-dire, donc, pour un matériau doux, par exemple, ayant une perméabilité relative mu R à peu près de 1000, on en déduit que H0 est 1000 fois plus important que H. Donc l'intérêt de ménager des entrefers est la possibilité d'obtenir des valeurs élevées du champ magnétique. On va voir ici la réluctance équivalente, R équivalente, d'un circuit magnétique avec entrefer. Dans un entrefer, la réluctance se calcule par la relation suivante. RE, c'est LE, l'épaisseur de l'entrefer, sur mu0 sur S. Mu0, c'est la perméabilité du vide parce qu'on est dans le vide. Et S, c'est la section du circuit magnétique. Donc la réluctance totale ou équivalente du circuit, donc elle est donnée par, c'est la réluctance du noyau, Rn, donc c'est la réluctance de ce noyau, plus la réluctance de l'entrefer, Re. Réluctance équivalente d'un circuit magnétique avec des matériaux hétérogènes. Un circuit magnétique composé de matériaux de perméabilité relative différente est dit hétérogène. Comme on le voit ici sur l'image, nous avons un circuit magnétique. Il est constitué de deux matériaux différents. Le premier, il a une perméabilité relative mu R1 et le deuxième, ici en bleu, il a une perméabilité relative mu R2. Pour deux matériaux de perméabilité mu1 et mu2, la réluctance équivalente, R équivalente du circuit, est donnée comme suit. Donc, c'est la somme des réluctances, sachant que R1, c'est L1 sur mu0 mu R1 fois S, et R2, ça va être L2 sur mu0 mu R2 fois S. Donc, S, c'est la même section. mu0, donc il va rester le même. Donc, qu'est-ce qui change? C'est la longueur moyenne des deux matériaux. Donc là, ça c'est L1 et ça c'est L2. Et bien sûr, la perméabilité relative est différente. Sachant que le flux magnétique est uniforme, donc on peut exprimer la force magnétomotrice Ni par le flux fois la réluctance équivalente. La loi d'Hopkinson. La relation qui lie la force magnétomotrice F, qu'on peut trouver aussi symbolisée par E dans d'autres références. Donc la relation entre cette force magnétomotrice et le flux qui traverse le circuit magnétique est appelée la loi d'Hopkinson. C'est l'équivalent de la loi d'Ohm dans le circuit électrique. Donc F, la force magnétomotrice qui est donnée par Ni, est égale à R, la réluctance, fois le flux. Donc ça, c'est la loi d'Hopkinson. La réluctance ne dépend que des caractéristiques géométriques du circuit. On a déjà parlé de ça. La force magnétomotrice, F, quant à elle, elle représente l'excitation qui va générer le flux au sein du circuit. Elle est indépendante de sa géométrie. Donc, elle dépend de la source.
Dans ce tableau, on va voir l'analogie avec les circuits électriques, c'est-à-dire analogie circuit magnétique, circuit électrique. Ici, nous avons un circuit électrique, nous avons une résistance qui est soumise à une tension U et traversée par un courant I. L'équivalent magnétique, donc c'est un circuit magnétique avec une bobine traversée par un courant I, donc qui va créer un flux qui va circuler dans ce circuit magnétique. Donc l'équivalent de ce circuit, donc c'est une réluctance R, donc c'est la réluctance du circuit, une force magnétomotrice de la bobine qui est représentée par Ni, donc ça c'est la force magnétomotrice, et le flux donc, qui va traverser ce circuit magnétique. Donc, on va voir les équivalences. Donc, la tension U, qui représente la force électromotrice, la FEM, dans l'unité c'est des volts. L'équivalent en magnétique, c'est la force magnétomotrice, qui est donnée par Ni. La FMM, force magnétomotrice, c'est des ampères tours. L'intensité du courant I, donc son équivalent, c'est le flux magnétique en Weber. La résistance qui est donnée en ohms, son équivalent, c'est la réluctance donnée en Henry-1. La loi d'Ohm, U égale RI, son équivalent, c'est la loi d'Hopkinson, F égale à NI égale à la réluctance fois le flux. Maintenant, pour l'association des résistances et des réluctances, quand elles sont en série, donc c'est la somme, et quand elles sont en parallèle, donc c'est la somme des inverses, 1 sur RI, et là c'est 1 sur RI pour la réluctance. Ici, nous avons un exemple d'analogie avec les circuits électriques par schéma équivalent. Le premier circuit, donc c'est un circuit magnétique avec trois matériaux ferromagnétiques différents, une bobine traversée par un courant avec un spire. Donc nous avons une force magnétomotrice ici qui est représentée par Ni. Puis nous avons pour les réluctances, donc on va avoir entre les points A et B la réluctance R0. Puis nous avons entre ce point et ce point la réluctance R1 qui est en série avec la deuxième réluctance R2 entre ce point et ce point. Donc ce circuit va être traversé par le flux Phi. Donc les réluctances, elles sont en série. Dans le deuxième schéma, donc nous avons la force magnétomotrice Ni qui va être représentée ici. Nous avons entre les points A et B la réluctance R0. Puis nous avons la réluctance R1 qui est en parallèle avec la réluctance R2. Donc voilà R1 en parallèle avec R2. L'inductance propre L. L'inductance propre L d'un circuit est définie par le rapport entre le flux total, c'est le flux propre, vu par le bobinage composé de inspire, divisé par le courant d'excitation. Donc voilà, L est donné par le flux propre sur le courant d'excitation. Le flux propre peut donc s'écrire, le flux, donc flux propre ou bien le flux tout simplement, donc c'est n fois phi0, donc c'est le flux vu par une seule spire. Donc pour trouver le flux total donc traversé par les n spires de la bobine, donc on doit multiplier par n. Donc ça va me donner n fois le flux vu par une seule spire, c'est B fois S, S étant la section du circuit, est égal à Li. Donc à partir de là, donc on peut remplacer donc L, on a dit que c'était phi propre sur le courant, on peut remplacer le flux propre par n nombre de spires fois le flux vu par une seule spire sur le courant. Phi 0, on a dit que c'est Bs, donc ça va me donner NBS sur I. Je remplace B par mu H, ça va me donner N mu HS sur I. On remplace H par Ni sur L. Donc ça va me donner N mu 0 Ni fois S sur L fois I. Je simplifie le I avec le I. Qu'est-ce qui va nous rester? Donc N au carré
mu S sur L, sachant que mu S sur L, c'est l'inverse de la réluctance, donc on va avoir N au carré sur R. Donc nous avons une deuxième formule qui nous permet de trouver l'expression de l'inductance propre L donnée par N au carré sur R, c'est-à-dire le nombre de spires au carré sur la réluctance. Pour l'énergie emmagasinée dans un circuit magnétique, donc par définition, l'énergie stockée donnée par dW, c'est la puissance fois dt. Or, la puissance instantanée, reçue est donnée par, donc c'est le produit courant-tension, donc c'est I fois la force électromotrice qui est donnée par N dφ sur dt. Pour une bobine, donc elle est donnée par LdI sur dt aussi. Donc, en remplaçant la puissance par LdI sur dt, on va avoir dW égale LI dI. Donc, pour trouver l'énergie totale emmagasinée, il suffit de faire l'intégrale de LI dI. Donc, L, c'est une constante, donc il va me rester l'intégrale de I dI. Donc, on va avoir N demi de LI au carré.